et bienvenue à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Bonjour à vous tous, chers amis de Ma Vie, Ma Santé. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux et vous êtes restés fidèles à ce programme. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons M. Edo Mukendi, qui est coordonnateur du comité d'appui au travail social de rue en République démocratique du Congo. Bonjour, M. Edo Mukendi. Bonjour, madame. Comment vous allez? Mais bien. Eh ben, je crois que c'est la première fois que vous venez au Canada. Mais bien sûr, c'est depuis dimanche 20 mai que j'ai essayé de traverser l'Atlantique et que je me retrouve sur le continent américain, donc dans l'Amérique du Nord. Mais voilà, c'est une première fois, quoi. Comment vous avez trouvé? Mais bien, d'abord, la première fois que je me suis retrouvé sur le sol canadien, je suis allé à l'ouest où il y avait un climat qui était différent de celui d'où je venais. Donc je m'étais senti comme j'étais dans un congélateur. Mais voilà, mais heureusement il a fallu avoir un peu, se couvrir un peu à gauche à droite. Mais voilà. Mais lorsque je suis revenu ici à Toronto, mais je pense que et pendant cet été, le climat n'est pas tellement loin de ce que nous avons laissé au pays. Mais ça va. Mais ça va, j'ai comme impression que c'est un pays quand même qui est organisé quand même, voilà, mais c'est bien. Alors, c'est depuis quand que le comité d'appui au travail social des rues existe? Mais bien, merci beaucoup madame. Le comité d'appui au travail social de rue existe depuis le 22 décembre 2006 et c'est là à la suite d'un séminaire de formation au travail de rue qui avait été organisé à Kinshasa et qui, soit disant en passant, ces séminaires de formation avaient réuni à ce moment-là plusieurs acteurs qui étaient venus de tout le coin de la planète. Nous avions reçu en ce moment-là à Kinshasa les acteurs qui étaient venus du Canada, qui étaient venus du Portugal, du Sénégal, de Belgique et d'Espagne également. Mais nous avions reçu plusieurs acteurs, intervenants sociaux de la République démocratique du Congo. Plusieurs résolutions avaient été prises à la fin de ce séminaire et le 22 décembre 2006, donc, nous avions essayé de concrétiser une des dispositions qui avait été prise lors de ce séminaire, c'est-à-dire la mise en place d'un cadre de concertation qui devait mettre plusieurs acteurs en place pour échanger leurs informations, échanger leurs pratiques par rapport à la protection des enfants et des personnes vulnérables en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous emmène alors ici au Canada? Mais bien sûr, ce qui m'amène sur le sol américain, c'est une invitation qui m'avait été lancée par le Service social international, dont le siège est en Suisse, mais qui a plusieurs branches à travers le monde. Le Service social international, ce réseau s'occupe des aspects sociaux des différentes personnes vulnérables à travers le monde. Et que le Service social international avait rompu la collaboration avec notre pays depuis 10 ans. Et que en 2010, on avait rétabli froidement les contacts avec la République démocratique du Congo par le biais du comité d'appui au travail social de rue, le CATER, dont je suis le coordonnateur. Et comment est-ce que nous sommes entrés en contact avec ce service? Il y avait un autre ami sénégalais qui, lui, était déjà en contact avec ce réseau. Mais il avait été question d'établir un lien pour faire une certaine enquête sociale avec la République démocratique du Congo. Au niveau du conseil d'administration, ils ont dit, mais voilà, ça fait 10 ans que nous avions rompu la collaboration, mais comment est-ce que nous pouvons faire? Et pourtant, nous avions des cas avec la RDC. C'est à ce moment-là que ce sujet sénégalais dira que non, je connais un certain réseau, un certain monsieur en RDC qui peut nous rendre un tel service. Un contact a été pris avec nous. Nous avions essayé de collaborer timidement, à titre expérimental, avec les services sociaux internationaux. Mais il me semble que le rapport et la manière de travailler pendant 2 ans avait été quand même bien apprécié par le secrétariat général et que pour être considéré comme un correspondant de ce réseau, c'est à l'issue de l'Assemblée générale. Mais on ne peut pas à distance certifier que tel ou tel autre pays est notre correspondant
vous devez venir assister à leur assemblée générale, exposer, et à l'issue de l'assemblée générale, on peut vous mandater que vous êtes leur correspondant en République démocratique du Congo. C'est à cette gymnastique-là que j'ai été soumis pour essayer de présenter le travail que j'ai fait avec le service social international pour avoir ce mandat officiellement que le service social international a maintenant un correspondant au niveau de la République démocratique du Congo, qui est le comité d'appui au travail social du RU, à travers son coordonnateur, votre interlocuteur de ce soir. Donc, les relations sont maintenant bonnes entre la RDC et le Canada, n'est-ce pas? Mais bien sûr, là, il faut dire que pour le moment, les relations sont bonnes entre un réseau congolais, qui est le comité d'appui au travail social du RU, avec le service social international, dont son siège est en Belgique, et qui a différentes branches à travers le monde, dont le pays, le Canada. Okay. Et ma participation à ces forums avait été facilitée par la branche suisse du service social international, en collaboration avec la branche Canada, qui ont permis à ce que je puisse venir. Mais alors, je peux dire humblement, à travers notre réseau et à travers notre modeste personne, que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, rétablir cette relation avec ce réseau et pourquoi pas avec d'autres pays concernés par le service social international. Alors, quels sont vos objectifs et vos missions? Mais bien sûr, merci bien, madame. D'abord, le CATSER, en tant que réseau, c'est un collectif qui réunit un certain nombre d'organisations. D'abord, dans la ville de Kinshasa, nous avons 68 organisations, dont ONG, qui s'occupent de la protection des droits de l'enfant et des personnes vulnérables. Et nous sommes également dans d'autres provinces, notamment la province de Bandundu, la province du Bas-Congo, dans la ville de Boma, la province de l'Équateur, le de Kassai et dans la ville de Lubumbashi. Mais sur quoi nous travaillons? C'est ça la question que vous m'avez posée. Madame, nous travaillons sur deux aspects. D'abord, un, c'est la protection des droits de l'enfant. Ok. Je reviendrai ici avec votre autorisation. Et de deux, le deuxième axe sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la promotion du travail social de rue. Voilà les deux axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. Alors, un, la promotion la protection des droits de l'enfant. Il y a plusieurs activités qui sont réalisées entre notre réseau avec d'autres associations et réseaux, avec l'aide de partenaires extérieurs, pour essayer de faire quelque chose en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant. En l'occurrence, un, depuis 1950, madame, la République démocratique du Congo n'avait pas une loi portant protection de l'enfant. La seule loi que nous avions dans notre pays, c'était une loi qui nous avait été laissée par les oncles. Entendez bien, les Belges. Et cette loi parlait de la délinquance juvénile. Mais le Congo, depuis 1960, madame, a accédé à la souveraineté nationale. Il y a plusieurs problématiques relatives au domaine de l'enfant. C'est ainsi que nous avons dit qu'il faut adapter. Parce que le Congo a ratifié un certain nombre de conventions internationales, notamment la convention relative aux droits de l'enfant, que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être pris en considération. Pourquoi ne pas le faire au Congo? C'est ainsi que le CATSER, avec d'autres réseaux, effectivement, ont milité, ont fait un plaidoyer pour que la loi portant protection de l'enfant soit promulguée dans notre pays. Et ça n'a pas été facile, madame, mais après 5-10 ans de plaidoyer, effectivement, le 10 janvier 2009, la loi portant protection de l'enfant avait été promulguée. C'est un document de 203 pages qui représente un certain nombre de cadres. Un cadre social, cadre juridique, cadre judiciaire, effectivement. Mais parce qu'il faut comprendre, madame, qu'il y a une certaine évolution des problèmes qui touchent la protection des droits de l'enfant. Ah oui. Je puis citer entre autres, et pourquoi ces enfants doivent être protégés. Il y a un problème qui est relatif, par exemple, à la pauvreté dans notre pays. Oui, ça c'est un problème très sérieux. Un problème très sérieux. La crise ou la situation économique du Congo en 1960-1970 n'est pas la même situation aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents sont incapables de prendre en charge leurs rejetons. Et pourquoi? Parce que pour la plupart sont fonctionnaires, maman. Mais si les gens, ils travaillent pour l'État congolais, un fonctionnaire vous touche 50 ou 60 000 francs congolais pour un enseignant.
Moi-même, je suis un enseignant, parce que j'en connais quelque chose. Mais 60 000 francs congolais, madame congolais, madame la journaliste, ça représente combien? C'est environ presque 55 ou 60 dollars. Mais pour... Ça, c'est par mois. Par mois. Et encore faut-il savoir, madame, que ces 60 dollars... Il faut l'avoir aussi. Mais il faut l'avoir. Chaque mois. Mais il faut l'avoir parce qu'avec les 60 dollars, il y a toujours des arriérés. Parce qu'on dit tout simplement que la priorité n'est pas là, la priorité est ailleurs. La priorité, c'est la sécurité, l'intégrité territoriale. Mais entre-temps, famille, il faut balayer. Oui. La famille doit manger. La famille doit quand même résoudre un certain nombre de problèmes. Mais l'État congolais est distrait sur un certain nombre de choses. Mais nous lui disons, mais monsieur, mais prenez en charge les fonctionnaires de l'État. Payez les parents. Mais si un parent n'est pas à même de prendre en charge son enfant, mais l'enfant doit lutter contre la survie. C'est aller où? Aller dans la rue. Et la rue doit être considérée comme un thermomètre. Lorsque ça va, on fait dans la rue. Lorsque ça ne va pas, on fait où? Dans la rue. Mais voilà. Donc la pauvreté est considérée également comme un facteur important qui pousse les enfants à déserter leur milieu de vie. Aux côtés de ce phénomène-là, madame, notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays où on est à 120% plus que les juifs qui nous ont apporté la religion. On croit Dieu, il est partout. Tout est spirituel au Congo. C'est ainsi qu'on nous apprend tout simplement, non, Makambo, il faut total l'anzam. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Non, l'Éternel a déjà fait sa tâche. C'est à vous de lutter. Oui, vous devez aussi connaître vos droits. Vous devez connaître vos droits. Oui. Dieu a déjà fait quelque chose. Nous leur disons, madame, messieurs, Dieu a beaucoup des affaires planétaires. On l'invoque en Océanie, on l'invoque à Kuala Lumpur, on l'invoque à Macédonie, on l'invoque partout. Mais il est omniscient, omniprésent. Mais parlez de ce qui vous concerne. Laissez Dieu faire ses affaires. Mais alors, qu'est-ce que nous constatons, madame, dans notre pays? Pour ne prendre que la ville de province de Kinshasa, c'est triste. Peut-être que vous vivez en dehors du territoire national, madame. Nous avons par exemple 18 000 enfants dans le rue de Kinshasa. Sur 18 000 enfants qui sont dans le rue de Kinshasa, 15 000 y sont parce qu'ils sont taxés des sorciers. Et qui les taxe des sorciers? Ce sont les pasteurs des églises dites de réveil. Mais revenons un peu, vous avez dit il y a 18 000 enfants dans la rue. Mais comment vous, en tant que directeur, en tant que comité, votre comité, le CADSER, comment vous faites pour organiser tous ces enfants, pour les atteindre, s'ils sont vraiment nombreux? Mais madame, moi en tant que ONG, mon problème c'est de venir en appui au service de l'État. Moi, je ne dois pas résoudre le problème. Mais celui qui est censé résoudre le problème des personnes et des biens sur le territoire national, c'est le gouvernement congolais. Moi, je ne viens qu'en appui. Je suis ONG. C'est pour cette raison que nous interpellons, nous faisons le plaidoyer auprès du pouvoir politique. Donc vous êtes comme avocat de ces enfants-là. Nous sommes les avocats, nous faisons le plaidoyer. C'est comme nous avons dit, oui. Monsieur le gouvernement, nous voulons que la RDC soit dotée d'une loi portant protection de l'enfant. On nous a donné la loi portant protection de l'enfant. C'est déjà une bonne chose. Mais avoir une loi, madame, c'est une part. Mais l'appliquer en est une autre. Mais après, avant d'arriver là, mais je dis que sur les 15 000 qui sont dans la rue, ils sont taxés des sorciers. Mais par qui? Par les pasteurs. Mais c'est ainsi que nous avions fait, en faisant les plaidoyers sur la loi portant protection de l'enfant, nous avions voulu que ce dispositif soit inséré dans la loi portant protection de l'enfant. C'est ainsi que... Vous ne voyez pas que vous devez aussi, parce que vous êtes avocat de ces enfants, vous devez par exemple demander au gouvernement, par exemple, d'émettre une loi, de promulguer une loi disant que les parents qui taxent les enfants des sorciers, ainsi que tous ces pasteurs-là, ils doivent être punis, emprisonnés par exemple. L'article 160, alinéa B, de la loi portant protection de l'enfant dit quiconque taxe de l'enfant de la sorcellerie sera puni par la loi d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et de paiement d'une amende en francs congolais de 1 à 3 millions. Mais on n'a jamais vu ça. Ah mais voilà, madame, c'est ça que je viens de vous dire. On n'a jamais vu un pasteur. D'une loi plutôt, disposer de la loi, c'est une manche. L'appliquer, c'est une autre paire de manches. Et qui doit appliquer la loi? Ce n'est pas moi ONG, ce n'est pas moi le CADSER, ce n'est pas moi monsieur de Mukendi.
c'est le gouvernement. C'est ainsi qu'à par moment, nous disons au ministre de la Justice, monsieur le ministre, ça ne sert à rien de déplacer le colonel, les envoyer à Boulot, les envoyer ceci, cela. Il ne faut pas déplacer le problème, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut résoudre le problème. Comment? Ça ne sert à rien de déplacer le problème, il faut résoudre le problème. Le problème, c'est il faut essayer de résoudre un certain nombre de problèmes qui poussent les enfants à aller dans la rue. Notamment cette histoire de l'impayement des parents. L'impayement des parents, c'est un problème récurrent et réel. Vous pensez que si les parents sont bien payés, les enfants ne seront plus de sorciers? Ce problème serait diminué. Mais la sorcellerie, c'est quoi, madame? D'abord, la sorcellerie, c'est quoi? Parce que lorsque vous demandez même à ces enfants-là, c'est quoi la sorcellerie? Eux-mêmes vous regardent à peine, ils vous disent, mais papa, sorcellerie en quoi années? Mais notre problème, ce n'est pas de dire tout simplement si oui ou non la sorcellerie existe. Parce que nous savons que, selon les informations, les recherches, la sorcellerie est une force qui doit être détenue par un groupe de personnes. C'est une société initiatique. Comme on le dit par exemple, comme on nous parle, nous avons des rosicruciens, nous avons des francs-maçons, nous avons comme ça. C'est une société initiatique. Ne peuvent détenir cette force-là qu'une personne qui a la capacité d'amortir un choc. Et qui peut détenir cette force-là? C'est un adulte. Mais un enfant qui a 8 ans, maman, un enfant qui voit un chat passer, vous le dites un sorcier. Est-ce qu'il peut détenir cette force-là? Non, mais tout simplement, nous disons au pasteur, papa, vous avez la lourde responsabilité d'amener les gens vers Dieu. Faites votre travail. Comme il se doit. Si vous voulez avoir votre argent, cherchez votre argent calmement. Moi, je dis, et dans notre travail, nous disons, il n'y a pas d'enfants sorciers, madame. Il n'y a que des faux pasteurs. Mais est-ce que vous dénoncez aussi ces parents ou bien ces pasteurs qui font cela? Ah, nous les dénonçons. Nous les dénonçons. Par exemple, madame, il y a le petit Aristote dans la commune de Mongafoula. En allant vers la ferme où il y a les bonobos, les singes, les gorilles, là. Il y avait une prophétesse qui avait installé son église là-bas. Mais on a amené le petit Aristote par les membres de sa famille, en raison que le petit était sorcier. Entre guillemets. Entre guillemets. Mais heureusement, parce que nous appelons ces enfants les enfants dits sorciers. Ils ne le sont pas en réalité. Mais ce sont ces pasteurs vendeurs de miracles qui les taxent en tant que tels. Vous comprenez, madame? Mais on a amené petit Aristote devant cette prophétesse. On a passé le petit Aristote sur le feu, comme quoi on est en train de faire l'exorcisme. Plus que l'enfant ne disait pas, ça c'est maltraiter un enfant. On augmentait le volume du feu sur l'enfant. Vraiment, moi, non, il y a 6 8 qui ne degré, mon ça n'a degré, mon co, il y a quoi ça canate. Yo, sur mon niango. Et le petit madame était brûlé sur toute la poitrine, même les parties intimes. Ça c'est un crime. Et c'est ça, c'est à quoi nous on s'oppose. Nous, notre problème, ce n'est pas de dire la sorcellerie existe, oui ou non. Non. Parce que même les sorciers qu'on dit, voilà, même les grands sorciers, moi-même je suis allé dire, on me dit que vous êtes sorcier, donnez-moi la sorcellerie, dit non, papa, yo zana intelligence, yo comme mon col. Mais mais le petit être là, impuissant, parce que même par la définition, un enfant c'est un être incapable, irresponsable de ses actes. Mais voilà, donc tous ces problèmes-là réunis, madame, font que les enfants soient dans la rue. Et aussi, la mort, la séparation, les divorces. Parce qu'on a toujours constaté que la deuxième femme qui vient dans le couple, pour gagner la sympathie de l'homme et résoudre le problème de l'héritage, il doit taxer les enfants du premier lit comme sorcier. Alors l'homme qui a besoin d'avoir son amour, il chasse les enfants, alors directement, et la femme maintenant est garantie de l'héritage des enfants qu'il aura avec ces messieurs-là. Vous comprenez? Alors, c'est pour cette raison, nous conscientisons la communauté, nous conscientisons les gouvernements pour que nous puissions arriver à protéger les enfants. Et il faut éviter la maltraitance. Et aussi, madame, avant d'atterrir sur le point relatif à la protection des droits de l'enfant, c'est le droit relatif à l'éducation. Investir dans l'éducation, investir dans l'homme. Nous disons au ministre de l'Éducation nationale, nous disons au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur, à tous les gouvernements, papa, vous voulez que les Congolais se développent? Est-ce que c'est avec 3% relatif
à l'action sociale, à l'éducation, est-ce que c'est tout le monde doit devenir ministre, doit devenir député? Même pour devenir député, il faut étudier. Même pour devenir député, il faut étudier. Mais ce qui va mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, moi Edo Mukende. Ce n'est pas le Katser qui l'a dit, ni même Kabila qui l'a dit. Mais la loi, parce que la loi est supposée être au-dessus de tout le monde. Kabila a signé la loi, qui nous dit, en son article 38, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, madame. C'est le contrat qui se passe là-bas. Mais c'est ça ce que nous disons. Alors, moi qui suis maintenant acteur de la société civile, moi qui suis défenseur de ces enfants-là, je prends la loi qui est au-dessus de tout le monde. J'ai dit au ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre, la loi en son article 38 nous dit que l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Mais lorsque je suis en train d'exercer mon travail, j'ai trouvé que telle école a chassé les enfants. Est-ce que vous pouvez prendre un décret ou un arrêté qui interdit ces pratiques-là? Non, 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 c'est un fauteur de troubles. Je dois avoir des appels anonymes. Même si, comme je suis en train de parler comme ça, directement, comme ça, on va dire tout simplement, vous verrez, les services vont venir, non, c'est un fauteur de troubles. En quoi je suis fauteur de troubles? Je ne fais que dire la loi. Je dis tout simplement, l'article 38 parle de la gratuité de l'enseignement. C'est depuis 2009 que Kabila, président de la République, a signé cette loi-là. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, vous n'appliquez pas cette loi-là? Les enfants n'ont besoin que d'aller à l'école. C'est de cette manière-là que nous allons impliquer. Voilà un peu, il y a pas mal d'activités en ce domaine-là, mais un deuxième domaine, c'est la protection, la promotion du travail social de rue, madame. Parlons d'abord de l'éducation. Parce que vous prenez soin de bien interpeller les ministres, tout ça. Mais puisqu'ils ne veulent pas mettre cette loi en pratique, vous ne voyez pas que vous avez beaucoup de partenaires. Pourquoi ne pas ouvrir un centre, regrouper tous ces enfants et les former pour qu'ils soient utiles à la société? Vous avez des partenaires qui peuvent vous aider. Mais tout à fait, d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous, madame. Les partenaires, on peut les avoir. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas développer un pays avec un projet. On développe un pays, madame, avec un plan. Les partenaires extérieurs, comme vous le dites là, ils ne viennent qu'en appui par rapport avec ce qui se fait. Mais s'il n'y a pas une politique claire et orientée de l'action éducative au pays. Exemple, madame, moi je développe un projet avec par exemple les Belges francophones. Tout comme je peux venir ici, je peux développer un projet avec certains compatriotes ou certains organismes qui peuvent venir en aide. Mais tout un projet, on vous dit que c'est un projet qui s'étale sur une année, 2 ans. Vous comprenez, après 2 ans, qu'est-ce que cela va devenir? C'est pour cette raison que nous disons, en attendant que le gouvernement congolais se réveille de son sommeil, c'est ça ce qui est en train d'être fait pour sensibiliser les uns et les autres à venir se joindre aux efforts qui sont en train d'être faits. L'aspect de l'éducation, madame, ne coûte rien. Les Minerval ne coûtent rien. Je viens de la province de l'Équateur où j'étais en formation. Par trimestre, madame, un trimestre, 3 mois, il faut l'argent qui correspond à 13 500 francs congolais. Je dis bien 13 500 francs congolais. Donc, vous donnez à un enfant 13 500 francs congolais, il étudie 3 mois. 3 mois. 13 500 représente combien? Presque 12 ou 13 $. Vous comprenez? Mais les ministres et les parlementaires, ils sont bien de rouler carrosse. Ils sont bien de réclamer 5, 10 000 $. Vous allez comme ça, vous frappez à la porte pour vous donner 100 $ d'exercer une activité, on vous dit qu'on n'a pas de sous. Hein? Mais lorsque vous venez auprès des partenaires, ils peuvent vous donner quelque chose, ils vous disent, mais voilà, nous vous donnons par exemple 1 000 $. Allez réaliser quelque chose. Mais on va dire, mais voilà, mais ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est pour cette raison, nous lançons un appel au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais en attendant qu'il se réveille de son sommeil, que les personnes de bonne volonté se joignent à l'action de la société civile et des actions du CATSER pour essayer de prendre tant soit peu la prise en charge scolaire des enfants. Parce qu'il n'y a pas que la prise en charge scolaire qui doit être prise en charge, madame. Mais c'est quelque chose qui doit être fait maintenant. Mais ce que vous foutez moi dans la classe. L'autre monde qui est classe à Beli. À aucune classe, on a. À aucune été. Ce que moi, il y a des qui sont dans la classe, on a.
C'est pour cette raison qu'au niveau du collectif, il y a même certaines organisations qui essayent de prendre également en charge l'aspect des microcrédits pour donner à certaines familles identifiées qui peuvent réaliser certaines petites activités, ne fût-ce que pour donner à un enfant un repas le soir. Mais pourquoi notre gouvernement ne peut pas le faire? C'est certes, effectivement, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs problèmes de sécurité, d'intégrité territoriale, mais autant il y a la sécurité, autant il y a l'éducation qu'il faut prendre. Nous reconnaissons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais il faut prendre en considération surtout cet aspect d'éducation. J'ai lu votre dépliant. Avec plaisir. Et vous recevez de l'aide de certains ministères. J'ai vu sur votre dépliant des ministères tels que le ministère du Plan, du Genre, la Famille et de l'Enfant, des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, de la santé, de la jeunesse et du sport, du développement rural. Ok. Quel genre d'aide vous recevez? Une aide morale. Seulement? Ah oui. Je veux par exemple sortir du pays. Il faut que j'ai une autre démission. Alors là, facilement, on vous le donne. Voilà, je vais avoir par exemple ouvrir telle activité. Là, on vous donne calmement. Mais je vais avoir par exemple 100 dollars pour prendre en charge. Oh, mais tu sais ça. Mais M. Mukendi, mais tu sais que c'est dur, c'est des temps. C'est dur. Donc, une aide administrative, oui. Une aide financière, madame, c'est encore, on n'est pas encore au bout du tunnel. Mais qu'est-ce que vous recevez du ministère de la Santé? Mais la santé, par exemple, s'il y a certaines campagnes qui sont en train d'être faites, par exemple la sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles, mais vous pouvez voir, par exemple, le programme PNMLS qui va vous dire, mais voilà, moi je viens en appui, par exemple, avec les préservatifs pour enseigner, pour sensibiliser les jeunes filles à utiliser des préservatifs. Parce que je peux vous dire certaines choses crues que vous ne pouvez même pas croire. Que lorsque nous faisons la sensibilisation dans les milieux de prostitution, des prostituées, des mineurs, vous savez qu'à Kinshasa, il y a certaines filles qui, en lieu et place d'utiliser un préservatif, utilisent un sachet. Vous pouvez le croire? Mais c'est une réalité. Un sachet plastique comme ça, qui sort d'une usine comme ça, mais faute d'obtenir cela, mais la fille utilise un sachet, en lieu et place d'un préservatif. C'est pas gratuit, les préservatifs? Mais où est-ce qu'ils sont? Parce que je me rappelle, quand j'étais à Kinshasa, on avait souvent l'habitude de distribuer des préservatifs. Mais ce n'est pas tous les endroits, madame. C'est que moi je vous dis, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais ce qui est donné, par exemple, ne résorbe pas la hauteur, par exemple, de besoin des terrains. Mais en attendant, parce qu'il faut en avoir plusieurs. Parce que la fille fait son travail au jour le jour. Mais si vous lui donnez par exemple 2 paquets, 3 paquets pour aujourd'hui, mais demain il va revenir encore. Il faut dire tout simplement que par nuit. Parce que j'ai rencontré une fille qui me dit, moi pour avoir un peu de sous, pour arriver à 20 000, parce que les prix d'une passe, c'est 1000 francs congolais. 1000 francs congolais, c'est combien de dollars? C'est $1. Ok. Presque, oui, c'est presque 1,05 $. Le prix d'une passe. Et il dit par exemple comme ça, et il faut que j'aie au moins 20 passes. Waouh. 20 passes. Vous lui avez donné 3 paquets de préservatifs. Un paquet à 3 pièces. Mais si elle a besoin de faire 20 passes, donc elle a par exemple 9 préservatifs, et bien alors, les 11 fois qu'elle aura fait ce soir-là pour avoir les 20 000 francs. Moi, je n'ai pas intérêt à lui dire, madame, mademoiselle, laissez faire la prostitution. Parce qu'il va me dire, mais lorsque vous me demandez de laisser la prostitution, le problème n'est pas de lui dire de laisser la prostitution. Le problème, c'est de dire, mais sachez qu'il y a de la maladie. C'est ainsi que nous recourons auprès du ministère. Peut-être que la réponse ne peut pas venir directement, mais il y a d'autres organisations qui obtiennent des préservatifs, comme le PASCO par exemple. C'est une organisation membre qui essaye de développer encore des projets. Encore, cette organisation développe avec un partenaire extérieur pour avoir des préservatifs, il nous les donne, nous allons. Mais ça, c'est à Kinshasa, mais à l'intérieur, madame. À Mbandaka, c'était catastrophique. J'en viens, il y a 3 semaines. Vous comprenez? Donc, l'aide que nous recevons à ce titre, c'est une aide morale, administrative.
Mais c'est quand même quelque chose parce que cela donne une certaine confiance par rapport à des partenaires extérieurs. On ne minimise pas cela, mais nous voudrions qu'on puisse aller au-delà de ça. Parce que lorsque nous rencontrons des partenaires extérieurs, nos amis, nos collègues dans le Nord ici, ils nous disent que voilà, nous sommes pris en charge par nos gouvernements. Mais il faut dire que de toutes les associations au Congo sont des bénévoles. S'il n'y a pas un projet qui est développé, madame, rien ne se passe. Dans votre dépliant, vous avez aussi des amis avocats qui vous aident. Quel genre d'aide vous recevez de vos amis avocats? Est-ce que vous allez porter plainte? Non, notre problème, ce n'est pas d'aller porter plainte. Mais lorsqu'il y a le cas des violations de droits de l'enfant, il y a certains enfants qui sont arrêtés arbitrairement, pour la plupart. Peut-être un enfant a volé, a pris un pain comme ça. Il y a ces enfants qui sont par exemple en prison. La loi nous dit, je pense dans l'article 80, je pense, comme ça, tout enfant de moins de 14 ans ne peut pas être arrêté. Ça c'est la loi qui le dit, madame. Vous allez dans le pavillon de mineurs, pavillon 10, vous trouvez les enfants de 2 ans. Arrêtés. 2 ans. 12 ans. 12 ans. 10, 12. Arrêtés. Mais nous disons, mais c'est quoi ça? Mais lorsque nous avons de telles informations, les collectifs de ces avocats-là qui travaillent avec nous font leur descente au niveau des institutions pour s'enquérir de la situation et faire le plaidoyer pour que ces enfants soient libérés. Mais vous savez, madame, ce n'est pas facile. Parce que un avocat, vous savez ce qu'il coûte. Il veut bien traiter un bon dossier pour qu'il ait de l'argent. Mais lorsque vous lui demandez d'aller faire gratuitement, c'est difficile. Vous n'avez pas des bénévoles avocats? Mais ils font du bénévolat. Ils font du bénévolat. Parce que non, lorsque vous donnez à un avocat, par exemple, 20 dollars pour le transport, et c'est ça, les honoraires que l'on peut donner à un avocat, il nous faut à ce moment-là, au niveau de notre organisation, développer quand même un certain projet qui peut dire tout simplement, voici quand même une petite enveloppe que nous pouvons donner à tel ou tel autre avocat qui travaille avec nous pour faire un suivi sur la protection des droits de l'enfant. C'est pas facile, mais encore faut-il que ces partenaires acceptent un tel projet. Comme je vous l'ai dit, madame, on ne développe pas un pays avec un projet, on développe un pays avec un programme. Vous êtes venu ici au Canada avec une bande dessinée que je vais montrer à nos amis qui nous suivent. Voilà, eh bien, je vous félicite pour ce travail. J'ai lu. Eh bien, c'est vraiment intéressant. Ça parle des droits des enfants. Et est-ce que cette bande dessinée, vous la donnez aux enfants dans la rue ou vous les distribuez dans des écoles, dans des marchés? Ça se passe comment? C'est une bande qui est distribuée dans des écoles, dans les milieux publics, on fait des activités et auprès de personnes adultes. Parce que comme je vous l'ai dit, madame, la loi est un document de 203 pages, 203 articles. Ce n'est pas facile que tout le monde puisse parcourir cela. On a essayé de simplifier cette loi par cette bande dessinée et que nous avons produit 25 000 exemplaires de cette bande dessinée grâce à l'appui des Belges francophones et de l'UNICEF. Mais encore faut-il savoir, 25 000 francs congolais et 25 000 exemplaires représentent quoi par rapport au territoire national? Donc si l'UNICEF et Dynamo International, à travers son gouvernement, ne nous avaient pas appuyés, on n'aurait pas produit cette bande dessinée pour la rendre plus lisible, plus simplifié auprès des communautés. Parce que il faut commencer à vulgariser, à parler de cette loi pour que les enfants sachent effectivement qu'il y a cette loi qui existe. Il y a de tels droits, il y a de tels devoirs. Et à ce moment-là, c'est de cette manière-là que toute la communauté saura effectivement qu'en tel cas, il peut y avoir telle réclamation. En tel cas, il peut y avoir telle réclamation. Je crois que vous avez vraiment un travail dur à faire parce que bon, il y a des lois, mais qui ne sont pas respectées ou mises en exercice. Donc, je vais vraiment vous souhaiter bonne chance dans votre émission. Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que il faut quand même faire quelque chose. Ouais. Il ne faudrait pas essayer de croiser les bras parce que sinon, ce sera toute une génération, tout un pays qui est en train de disparaître. Ce n'est pas une bonne chose.
Nous n'avons pas d'autre patrie. Nous pouvons aller dans d'autres pays à travers le monde. Mais on va nous dire, je suis belge, mais de quelle origine? D'origine congolaise. Et lorsque même là où vous êtes, vous apprenez qu'il y a quelque chose qui se passe au Congo, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez dans le pays d'accueil, il y a toujours d'attache. C'est vous seul qui êtes là, mais la famille est de l'autre côté. Ah oui. Vous comprenez qu'il y a la possibilité de faire quelque chose pour les Congos et pour les jeunes en situation de rue. C'est pourquoi à chaque fois que nous avons un déplacement comme ça, nous essayons de faire un plaidoyer, un appel à quiconque effectivement se joindrait aux efforts que nous sommes en train de faire. Ce serait quand même une très bonne chose. Et j'ai été effectivement agréablement heureux de constater qu'il y a une dynamique, par exemple, ici au niveau du Canada, des compatriotes qui étaient engagés, par exemple du cercle Elikia, qui a trouvé une oreille attentive à ce que nous sommes en train de faire. Et je pense très bien que le message que nous avons donné à travers eux, ils pourront également le relayer auprès d'autres communautés qui sont sur place dans le Canada et à travers le monde, et que quiconque voudrait se joindre dans nos actions que nous sommes en train de faire, si par exemple on n'a pas confiance de passer directement auprès de nous qui sommes au niveau du Congo, mais je pense on passerait par exemple au niveau du cercle Elikia ici, qui d'après les concertations et les échanges que nous avons eus, pourra certainement orienter les différentes aides de toute nature qui pourront être données pour l'intérêt effectivement de notre pays. Le Congo est notre patrie, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, le cercle Elikia a pour mission le développement de la diaspora congolaise ici au Canada. C'est basé ici au Canada, à Mississauga particulièrement. Alors, le cercle, vous avez été en contact avec les membres du cercle Elikia. Est-ce que vous avez pu rencontrer certaines organisations, d'autres organisations? Oui, au-delà, d'abord, avant de rencontrer d'autres organisations, je dois rencontrer mes frères. Les frères, ils sont d'où? Ils sont dans le cercle Elikia. Ils sont disposés. Ce sont eux qui m'ouvrent les horizons. Parce que avant de rencontrer une autre personne, donc ils doivent faire confiance envers eux qui vivent ici sur le sol canadien. Donc, alors, lorsqu'on a fini avec les amis du cercle Elikia, il y a d'autres organisations, d'autres ONG qui sont par exemple soutenues par des Canadiens aussi, mais qui sont intéressés. C'est ainsi que nous disons que pour raison des synergies et des concertations et des canalisations des énergies, parce qu'il ne faudrait pas que les énergies soient dispersées, moi je pense, à mon humble avis, que par le cercle Elikia, il y a moyen effectivement de développer un certain nombre de choses pour le bien du Congo selon ce que nous nous sommes dit. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas toujours attendre que nous ayons de gros moyens, mais je pense autant mieux avoir un 10 $, faire quelque chose que de ne rien faire. Et comme je l'ai dit, madame, tout au long de mon intervention, en attendant que le gouvernement se réveille de son sommeil, je pense, avec la volonté des patriotes, de mes compatriotes qui sont sur le territoire canadien, et à travers votre émission, je pense que beaucoup les suivront, et je pense que s'ils peuvent vous joindre et pour voir qu'est-ce qui peut être fait en ce qui concerne le besoin scolaire, le besoin de santé, les échanges entre les travailleurs sociaux de mon pays et d'autres pays, je pense très bien que cette synergie profitera certainement aux uns et aux autres. Et pour qui? Et c'est pour l'intérêt et le développement du pays. Nous n'avons pas d'autre parti. Le Congo est notre bien le plus précieux. Nous devons le protéger. C'est depuis la semaine passée, Monsieur Edom Mukendi, que vous êtes ici au Canada. Vous venez de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous attendez du gouvernement canadien? Je pense très bien que nous sommes dans la mondialisation. Il ne faut pas se cacher le visage. Nous savons que le Canada est une grande puissance. Le Canada fait partie des grands décideurs de ce monde et qui ont une influence sur le gouvernement, les dirigeants africains et les dirigeants de mon pays. Ils ont leur ambassade au pays, ils voient comment les choses sont en train de faire. Je pense très bien que ce que nous attendons beaucoup
au niveau du gouvernement canadien, c'est son implication dans les activités de la société civile pour essayer de faire parvenir les différentes aides directement au premier bénéficiaire qui est la population, à travers des structures de base. Moi, je pense très bien que peut-être que d'une manière ou d'une autre, certains rapports qui viennent à gauche et à droite peuvent faire que des relations diplomatiques, des relations structurelles peuvent être refroidies. Mais en notre humble avis, en tant que société civile, nous plaidons pour ce réchauffement de relations et que nous voudrions effectivement que les gouvernements, les différentes structures du gouvernement canadien puissent effectivement redoubler d'efforts, redoubler d'engagement au niveau de la société civile à travers des actions concrètes à la base. Parce que ce que nous constatons, effectivement, essaye par moment de ne pas nous faire du bien, mais nous voudrions, par exemple, que ces relations soient réchauffées et nous soyons également accompagnés et assistés pour essayer de faire quelque chose pour l'intérêt de la communauté. Voilà, alors pour vous contacter, je suis sûre, là c'est le monde entier qui est en train de vous suivre en ce moment. Est-ce que vous avez un site web, vous avez des numéros de contact? Est-ce que je suis sûre qu'il y aura des gens qui voudront vous contacter? Moi je pense que les numéros de contact, je pourrais vous les donner, c'est à partir du Congo. On peut le contacter par le 00243 99 99 70 588. Je pense que je pourrais peut-être vous le donner. Vous pouvez peut-être l'afficher sur le site. Nous avons toutes les coordonnées. Mais oui, aussi, je pense que comme l'émission est faite à partir du Canada et que à travers le monde, ceux qui pourront nous suivre auront l'intention de mettre la main à la pâte, je pense. Et c'est plus pratique et ça donne également de la confiance de passer par le cercle Elikia qui est constitué des compatriotes congolais, mais qui vivent depuis déjà, qui sont des sujets canadiens, mais d'origine congolaise, qui veulent effectivement appuyer ce que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est de cette manière-là, une relation de confiance peut être établie. Là, vraiment, je lance un appel aux représentants du Cercle Elikia, messieurs David Matinda, qui devait d'ailleurs nous rejoindre sur ce plateau, mais il a eu un empêchement. Je suis sûre prochainement, nous l'aurons pour qu'il puisse bien nous parler du Cercle Elikia et que tout le monde puisse avoir quand même une idée de ce que fait le Cercle Elikia. Alors, un dernier mot à nos amis qui nous suivent, parce que vous partez déjà ce week-end, vous rentrez au Congo. Oui. Je rentre au Congo, je dois quand même rentrer vite pour avoir mon soleil qui me manque depuis 2 semaines. Mais on a déjà un soleil ici. Mais non, ça c'est une lumière, c'est une lampe vraiment à 1000 watts. Donc, parce que je ne peux pas comprendre. N'exagérez pas quand même. Je ne peux pas comprendre qu'avec un soleil, mais on se couvre depuis le vernon du tout. J'ai eu besoin de mon soleil, je dois aller. Mais ça a été un grand plaisir. Je me suis trouvé en famille et j'ai retrouvé effectivement cette chaleur congolaise auprès de mes compatriotes vivant ici. Je ne me suis pas senti vraiment égaré dans la planète. J'ai senti la relations humaines, je pense. Je vous remercie également, madame, d'avoir disponibilisé ce temps pour cette interview. Et je pense que à travers cette émission, nous sommes à 2 avec vous sur le plateau. Je pense que, mais lorsque cette émission va passer, il y a des milliers de personnes qui pourront le suivre. Et ce n'est pas effectivement pour nous deux que cette émission aura pour effet. Mais je pense que si un enfant congolais pourra bénéficier quelque chose à l'issue de cet entretien, je pense que c'est le Congo qui aura gagné. Je vous remercie. Et voilà, c'était Monsieur Edo Mukendi sur le plateau de Ma Vie, Ma Santé. Aujourd'hui, au Canada, à Mississauga, il vient fraîchement du Congo. Il est venu seulement pour l'Assemblée générale de... Service social international. L'Assemblée générale des services sociaux internationaux en Alberta. C'est dans une autre province du Canada. Eh bien, chers amis, si vous voulez nous contacter, vous le savez, une seule adresse.
mavimasanté@live.ca et nous sommes là justement pour vous, juste seulement pour vous. Et merci beaucoup à toute l'équipe d'Amen Productions pour ces belles images, la lumière et tout le soutien technique. Merci à vous qui nous avez accordé votre attention. Je vous retrouve prochainement et encore une fois, merci messieurs et donc Kendi. Merci beaucoup. Et bon voyage. Merci beaucoup. Au plaisir de nous revoir. À bientôt. Bye bye. Merci.